Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, la seule émission du dimanche qui ne parle que de rugby pendant 1 heure. Au sommaire, résultats, invités, analyse, grosse page top 14 avec bien sûr l'analyse de nos consultants, Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero. Un premier invité, Fabien Broboiry, c'est la pépite de la section paloise, une des révélations qui sera demain à la nuit du rugby. 18h30, il s'appelle Pierre Albaladejo, tout le monde connaît son surnom, Bala. Il a été le pionnier des consultants, il est aujourd'hui le héros d'un documentaire dont le réalisateur sera avec nous. Christophe Duchéran, donc aux alentours de 18h30. Vous saurez également tout sur le match qui clôture cette 5e journée de Top 14 Bayonne-Toulon ce soir qu'on suivra sur Sud Radio. Vous pouvez nous appeler bien sûr au 0826 300 300. C'est parti pour 1 heure complètement rugby. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Baptiste Elissalde et bonsoir Philippe Spanghero. Salut François, bonsoir à tous. Bonsoir Quentin Cabanis. Bonsoir François, bonsoir à tous. Alors on va faire quand même un petit refresh parce que c'est vrai que tout le monde n'était pas à l'écoute de Sud Radio hier, mais oui, tout le monde sera bien sûr sur Sud Radio ce soir avec Bayonne-Toulon, mais il y a quand même une 5e journée où 6 matchs se sont disputés. Oui François, avec notamment Montpellier qui s'est imposé à domicile face à La Rochelle 37-13, succès du RCT face à la section paloise 33-17. La grosse claque du jour, elle est signée Clermont 84-31 face à Montauban. Castres, au bout du suspense, a battu le Racing 92-20-16. L'USAP s'est une nouvelle fois incliné sans prendre le moindre point. C'était face au Stade Français à domicile 28-11. Et puis hier soir, un très bon match entre l'UBB et le Loup Rugby. Score final 32-20 à la faveur des Bordelais. Au classement, le Stade Français est pour le moment leader devant Toulon, Toulouse, l'UBB, Pau, Lyon. À la 7e place, on va retrouver Montpellier. Ensuite, le Racing, Bayonne, Castres, La Rochelle, Clermont, Montauban est 13e et Perpignan dernier avec toujours 0 point. Voilà, pour être à jour de ces résultats. Maintenant, on va être à jour de l'analyse. Avant cela, quand même, vous dire que vous pouvez nous suivre sur l'appli Sud Radio ou sur notre site sudradio.fr et que vous verrez que Jean-Baptiste Elissalde, notamment, aime Bachung, c'est ça? Et que ne durent que les moments doux ou plutôt? C'est exactement ça. C'est quand je passe des moments avec toi, François. Je suis obligé de mettre ce joli t-shirt. Voilà, écoute, en tout cas, merci pour le clin d'œil. Je le prends pour moi, je suis flatté. Tiens, on va commencer avec Philippe. Quel est pour toi ton clin d'œil du week-end? Qu'est-ce qui t'a frappé, toi, depuis même vendredi, qu'a commencé la Pro D2 sur Sud Radio? Le clin d'œil du week-end, c'est la performance de Louis Bielbiarré. On reviendra sur ce match de l'UBB contre le Loup, mais il est devenu le meilleur marqueur de cette équipe de l'UBB avec 47 réalisations en 77 apparitions. À même pas 23 ans, ça montre tout le potentiel du garçon et surtout à quel point l'UBB peut être dépendant de ce joueur à des moments clés, notamment hier soir. On y reviendra. Ouais, c'est assez incroyable. Juste pour avoir le petit regard technique tout de suite de Jean-Baptiste Elissalde, quand même, ce cadrage des bords qu'il fait sur ce dernier essai qui va consolider la victoire de Bordeaux et donc la victoire bonifiée, même le 5e essai bordelais. Voilà, on sent qu'il va le faire ce cadrage des bords. Et pourtant, sur l'arrière lyonnais Tchatchet, et pourtant il fait le tchic-tchac. Et pourtant, il le fait. C'est un garçon qui perd peu de vitesse quand il a des changements de direction. Et plus qu'un cadrage débordement, c'est presque un cadrage contournement. Puisque sa ligne de course, même s'il y a cet appui fort, sa ligne de course est quasiment arrondie. Il n'y a aucune perte de vitesse. Et alors, mais c'est des pattes incroyables. J'ai rarement vu quelqu'un courir aussi vite. Alors on le dit tous les week-ends, on le dit de plus en plus. Mais là, hier soir, c'était flagrant. Vraiment un garçon plus qui a une morphologie qui reste dans les standards de gens assez normaux et vraiment un garçon, un rugbyman bien sous tout rapport. C'est vraiment plaisant à voir jouer. Oui, un vrai rugbyman béglo-bordelais, j'ai envie de dire. L'œil de Jean-Baptiste pour ce week-end, toi, le petit fait, en tout cas décalé, ou peut-être que tu voulais mettre en avant? Moi, je suis parti à l'opposé de Philippe, qui regarde tout ce qui brille, les mecs qui marquent plein d'essais. Et j'ai regardé Dany Priso pour son premier match à droite. Toulon. Voilà, qui est d'habitude un gaucher qu'on ne présente plus, international, et qui est en train, par la force des choses, de se recentrer sur le pilier droit,
qui est un poste très difficile quand on l'a jamais pratiqué. Et pourtant, il a tenu, il a fait des bonnes mêlées, 42 minutes si je ne m'abuse. Et je me dis que peut-être au vu des forfaits d'Antonio, Tatafou, de la méforme de Demba Bemba, etc., et de la pénurie au poste de pied, ça peut être une option pour Fabien Galtier s'il continue à performer comme ça. Ouais, passer de gauche à droite, c'est compliqué. Philippe, ça te semble pas aller trop vite si jamais on parle déjà de Priso après seulement un match pour la tournée de novembre, par exemple? Pas aller trop vite, je sais pas. En tous les cas, il a donné des garanties et je suis d'accord avec Jean-Baptiste, ça peut être une option parce que d'abord, il y a aussi la volonté du côté de Fabien Galtier d'avoir des joueurs et c'est pour ça qu'il y a eu un bras de fer toutes ces dernières années avec un potentiel de joueurs le plus nombreux possible pour venir à Marcoussis, pour avoir des habitudes avec cette équipe de France. Dani Priso fait partie de ces joueurs, donc avec une capacité d'adaptation rapide et donc s'il donne les garanties sur changement de poste, ça peut en effet être une option. Ouais, sachant qu'en plus au niveau international, les mêlées sont beaucoup moins disputées que dans notre championnat domestique. Donc je pense que ça serait pas déconnant si vraiment il y avait le feu à la maison et une pénurie de piliers droits de métier. Voilà, c'est une intuition ou c'est une peut-être voilà, tu as des indiscrétions, Jean-Baptiste? Non, pas d'indiscrétion, une intuition, et si j'étais à sa place, j'y réfléchirais parce que par la force des choses, il y a pas beaucoup de potentiel. Oui, et puis c'est une denrée rare sur le marché, on doit prendre un petit peu de valeur quand même quand on est un joueur et qu'on peut couvrir les deux postes. Ouais, ça, puis on sait qu'on a des certitudes au niveau de son déplacement, de son retour au jeu. C'est un garçon qui est très dynamique, qui passe pas beaucoup de temps au sol quand il plaque, qui se relève quasiment en moins de 2 secondes, qui enchaîne les doubles tâches. Donc ça, je pense qu'il le perdra pas, même si c'est plus fatigant de jouer à droite. Et hier, c'est ce qui m'a frappé sur le match. J'ai regardé ce match, il n'y avait pas grand chose à voir, donc j'ai regardé ses 40 minutes, là, sa première mi-temps, pas bougé en mêlée. Alors peut-être qu'il avait pas le plus grand pilier gauche de la terre en face de lui, mais sincèrement, j'ai trouvé son match et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? On suivra en tout cas Dani Priso, reconverti en droitier. Le podium de Jean-Baptiste et de Philippe Spanghero. Jean-Baptiste Elissal, tiens, on va commencer par toi. Toi, c'est un match aujourd'hui que tu veux mettre en valeur? Ouais, peut-être et certainement le meilleur match depuis le début de saison. UBB Lyon d'hier soir, beaucoup d'intensité, beaucoup de prise d'initiative, des joueurs de l'UBB qu'on retrouve, un Jalibert au top niveau, Louis Bielbière, on vient d'en parler, Deporter, Lamotte, de la suppléance qui a entraîné beaucoup de vitesse dans le jeu de l'UBB, un départ canon, et comme il faut être 2 ou 3 pour faire un bon match de rugby. Du côté du Loup, ça a été pas mal non plus. Ils auraient pu sombrer à 17-0, mais ils se sont accrochés avec une petite trouvaille, un demi-mêlée de 2005, Gonzalez, qui a fait un très bon match en marquant ses 2 essais, et un bon arbitrage de monsieur Trenini qui a laissé courir tout ça, et vraiment c'était très agréable à regarder, et un vrai bon match de rugby. Et Gonzalez, c'est pas n'importe qui, hein. C'est quand même un descendant l'arrière de Raoul Barrière. Exactement, arrière petit-fils de Raoul Barrière. Ouais, et ben c'est ça, biterrois d'origine. Ouais, 19 ans seulement, et c'est vrai que c'était en tout cas il a mordu dans cette titularisation. Je me faisais la remarque, est-ce que tu as quelques stats, Quentin, du nombre de séquences de temps de jeu à plus de 1 minute 30, parce que c'était quand même assez impressionnant hier soir. Non. T'aurais pu. J'aurais pu, mais oui. Ça aurait montré que tu travailles pour une fois. Ah bah attends, j'ai déjà fait mon enquête sur Raoul Barrière. L'arbre généalogique du demi-mêlée de Lyon. Bah oui. Et c'était une sacrée enquête. Ton podium en or, toi, Philippe, pour cette journée de top 14. Alors moi, c'est pour un club, le Stade Français, parce que c'était un match délicat à Perpignan avec la pression qui pesait sur les Catalans. Ils ont maîtrisé leur sujet et puis ils confirment un très bon début de saison. On en a parlé hier soir, mais ce Stade Français qu'on avait vu quand même très sûr de ses moyens et solide sur ses bases il y a 2 saisons, et qui a vécu une saison un peu en enfer la saison dernière, et qui là a l'air d'avoir retrouvé vraiment d'un point de vue collectif beaucoup de certitudes. Ouais, effectivement, avec j'ai trouvé plutôt entreprenant ces Parisiens, Jean-Baptiste, je sais pas si tu as pu voir parce que tu étais focalisé beaucoup sur Toulon, mais quand même ils ont été entreprenants malgré l'enjeu, malgré aussi leurs difficultés à l'extérieur un peu chroniques depuis 1 an et demi. Ils ont joué. Ouais. J'ai revu le match ce matin. C'est pas le Stade Français d'il y a 2 ans. C'est le même classement, mais
C'est très bon sans ballon, toujours, et c'est de mieux en mieux avec le ballon, notamment avec, donc moi pour rien vous cacher, je l'avais mis en bronze, mais avec notamment une paire de centres, Néné Ward, qui a vraiment dominé le milieu de terrain et qui s'est baladé sur ce match-là. C'est de mieux en mieux, et on s'est pas trompé à la première journée en disant que le Stade Français, c'est certainement dans les 6 pour moi. La médaille d'argent de Jean-Baptiste Elissalde en ce week-end, c'est le Castres Olympique qui l'obtient, mais enfin surtout à un moment du match qui a été un tournant, voire plus, même l'épilogue. C'est vrai que le Racing a tout fait pour remettre le CO dans le match après avoir tout dominé et un essai un peu casquette, mais cette dernière séquence de près de 2 minutes sous la pluie, dans la situation où ils sont, avec des difficultés depuis le début de championnat. On rappelle qu'ils sont menés à ce moment-là. Ouais, ils sont encore menés et sincèrement, tenir le ballon, multiplier les passes, les temps de jeu pour aller arriver dans les 5 derniers mètres et pilonner les joueurs avec un Arata au milieu de ça qui anime à merveille, qui prend des trous, qui se bat sur chaque ballon. J'ai trouvé cette réaction d'orgueil et d'aller chercher cette victoire très belle. Donc c'est pour ça que ça vient un peu après UBB Lyon, mais c'est une très belle séquence et qui va, je l'espère pour le CO, les débrider un petit peu. Ouais, Philippe, toi c'est plutôt Clermont qui a tes honneurs. Oui, clairement, parce qu'ils ont eu un début de saison très compliqué. Ils commençaient à avoir un peu de pression dans les camps clermontois. On a vu les discours de Christophe Furios cette semaine. Clermont avait besoin de se rassurer, donc il fallait le faire face à cette équipe de Montauban qui est obligée de faire tourner un peu son effectif à l'extérieur pour gérer au mieux sa saison, essayer de prendre des points à domicile. Et donc on a assisté quand même à un festival offensif. Alors Clermont s'est pas complètement rassuré sans faire offense à l'opposition parce que il y a encore des choses à dire, mais en tous les cas ils prennent un point de bonus important. Ils sont à 10 points ce soir, ils peuvent regarder un peu plus vers le haut et donc on a assisté en plus hier au plus gros score de l'histoire d'un match de top 14, donc c'était à souligner aussi. 84-31, 16 essais inscrits dans un match, 12-4 il me semble, de mémoire. Le bronze, rapidement donc, une bonne mémoire. On a compris que le Stade Français était celui, le bronze de Jean-Baptiste. Voilà, toi Philippe, c'est plutôt l'UBB. On revient. Moi, c'est l'UBB. Alors pourquoi? Parce qu'ils jouaient à domicile et ils avaient besoin de se rassurer et de gagner. Et donc le bronze, parce que comme l'a dit Jean-Baptiste, on a assisté à un très bon match, certainement le meilleur depuis le début de la phase régulière. Mais par contre, du côté de l'UBB, ça vaut pas beaucoup mieux pour moi parce que ils ont pas complètement levé leurs doutes. Il y a un passage à vide quand même. Il y a un gros passage à vide. On a vu une équipe de l'UBB la saison dernière très pragmatique sur ses temps forts, capable de marquer de loin, d'être très froide sur les zones de marque. Et hier, on a encore quand même beaucoup de scories avec des occasions gâchées. Donc le résultat est là et c'est important pour se rassurer du côté de l'UBB. Mais il manque encore quelque chose. On sent qu'ils n'ont pas retrouvé complètement leur efficacité de la saison dernière. Et pour appuyer ce que dit Philippe, l'UBB, ils ont mis 3 essais en 18 minutes. Et puis ensuite, les prochains points, ils ont été inscrits qu'à la 66e minute, au moment où le Loup prend le carton jaune de Vaïnicolo. Et c'est là que tous les points de l'UBB ont été marqués. Mais à la 66e minute, ils étaient menés, les Bordelais, par les Lyonnais. Oui, effectivement. Mais à la fois, les autres matchs à l'extérieur, notamment, ils avaient mal démarré le début. Donc là, ils ont inversé. À un moment, ils vont peut-être tout... que la semaine prochaine, voilà. Il faut un match parfait. Voilà. Le flop, Jean-Baptiste, plutôt La Rochelle ou plutôt Perpignan? J'ai eu du mal à choisir, donc je n'ai pas choisi. J'ai mis les deux équipes que j'ai trouvées amorphes. Perpignan au pied du mur, c'est très rare de les voir comme ça chez eux. Et là, au bout de 5 minutes, ils ont éclaté. Et La Rochelle, rien de très bon. Et notamment une stratégie défensive très bizarre. Quand tu joues face à l'équipe qui tape le plus dans le ballon et que tu te permets de défendre quasiment en 14-1, c'est-à-dire 14 joueurs sur un premier rideau et qu'un mec dans le second rideau ou le troisième rideau, ils se sont mis le feu tout seuls avec sur les 3 premiers jeux au pied de Montpellier avec des occasions de Montpellier. Ils ont perdu le territoire à cause de ça. Voilà, donc j'ai eu du mal à les départager et les premières tensions arrivent. Azema qui se demande s'il doit être là et je crois qu'Ogara a dit que lui il se demandait ce qu'il faisait à entraîner et que son équipe avait un comportement inacceptable. Voilà, 5 journées, ça commence déjà à se tendre, donc j'ai pas pu les séparer. J'ai mis les deux dans le même panier. Voilà, les Siamois du flop. Justement, Philippe, Franck Azema, là, en étant aussi
on va dire, spontané et sincère dans sa conférence de presse. Est-ce qu'il se fragilise ou pas, selon toi, dans les codes aujourd'hui du rugby pro? Non, je crois pas. Je le connais pas très bien, mais en tout cas, il me donne l'image d'être quelqu'un de très intègre et qui mâche pas ses mots. Donc, je crois qu'il a eu le courage d'assumer hier la situation, parce que le coach principal en est aussi responsable. Il a été conforté hier soir sur notre antenne par François Rivière, qui a dit qu'il lui confirmait toute sa confiance, mais en tous les cas, la porte à l'arrivée de quelqu'un d'autre dans le staff. Ouais, à un soutien. Alors pour l'instant, on en est là du côté de Perpignan. Alors qu'on pouvait penser à la fin de ce match qui aurait un électrochoc, peut-être avec un changement de management. Pour l'instant, c'est pas ce qui semble se dessiner. En tous les cas, c'est très inquiétant du côté de Perpignan, et c'est toujours le risque, j'en parle souvent, mais avec les ambitions affichées un peu trop tôt, parce que ça crée beaucoup de déceptifs. J'ai vu un peu sur les réseaux là les supporters catalans dire que on était très loin du top 6 qui avait été évoqué du côté de l'USAP cet été, avec ce plutôt bon recrutement, mais en tous les cas là on est très loin du compte, et il faut commencer à prendre des décisions malheureusement fortes, je pense, parce que les matchs arrivent très vite et s'enchaînent, et ce top 14 il laisse pas la place à trop d'incertitudes. Et ben voilà, le top 14 dont on a parlé, dont on va continuer à en parler avec notre première invitée, une perle. Elle vient de Pau, et voilà, il n'a pas 20 ans, il est né en 2005 quand Jean-Baptiste brillait sur les pelouses. À tout de suite sur Sud Radio, c'est Fabien Broboiry, le 3/4 centre de Pau, qui sera avec nous dans un instant. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, l'émission bilan du dimanche soir sur Sud Radio, la radio du rugby, pour parler de top 14 et pour, avec Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero, vous faire découvrir des talents, ceux qui nous font rêver, nous les amateurs de rugby, et ceux que l'on voit éclore, comme Fabien Broboiry, 3/4 centre de la section paloise, 19 ans seulement. Il est né en décembre 2005, il est avec nous en direct. Bonsoir Fabien. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Jean-Baptiste tenait à t'avoir avec nous en direct, parce que c'est vrai que ton talent nous impressionne, parce que 19 ans seulement. Alors tu ne jouais pas hier à Toulon, où la section paloise s'est inclinée. Voilà, est-ce qu'on doit y voir une relation de cause à effet? Ça, c'est ma première question un peu moyenne, on va dire de journaliste. Voilà. C'est-à-dire une relation de cause à effet. Le fait que tu sois absent et qu'ils aient perdu non. Non, je pense pas que ça soit ça, non du tout. On aligne une très belle équipe. Si on regarde sur le papier, les mecs ont beaucoup de matchs au top 14, donc non, il n'y a pas du tout de ça. Mais franchement, c'est dommage au vu du match. Pas mal d'essais refusés, des actions pas concrétisées. C'est dommage, une très belle équipe en face. Mais je sais que les mecs, et moi le premier, dès la semaine prochaine, on va directement se remettre au boulot pour refaire une très grosse perf à la maison, quoi. Voilà, Fabien Broboiry, premier centre, Jean-Baptiste Elissalde, et on va dire dont tu apprécies la qualité des performances. Jean-Baptiste. Ah oui, plus que j'apprécie. Je crois qu'à la première émission, on en a parlé. Je l'ai vu bien évidemment l'année dernière, mais aussi un peu avant. Et je voulais lui poser une question à Fabien, de savoir quel était son point d'amélioration pour lui. Si là on devait donner un super pouvoir en plus, même si t'en as pas mal aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais avoir en plus? Ouais, je discute pas mal avec des entraîneurs, donc mes points d'amélioration, on les voit assez souvent ensemble. Je sais que, vu mon jeune âge, sur le terrain, j'ai tendance à être un peu gentil. Donc je pense qu'au niveau des impacts, je pourrais être un peu plus rude. Voilà, c'est un peu avoir cette mentalité d'être un peu plus méchant. Et voilà, je pense que c'est un point quand même assez important, que ce soit dans les rucks offensifs, rucks défensifs. Dans l'ensemble, c'est être, je pense, faire un peu plus mal à l'adversaire. Philippe Spanghero avec Fabien Broboiry, notre invité top 14 dans l'émission Au cœur de la mêlée. Ouais, bonsoir Fabien. Alors, on parle souvent de cette équipe de la section que j'ai bien connue, j'ai bien travaillé aussi avec la direction du club, et ces dernières saisons, je l'ai souvent souligné, c'est vrai que ça fait partie des clubs qui ont toujours gardé une ligne directrice sur la formation, une volonté de faire émerger des jeunes joueurs dont tu fais partie, en leur laissant le temps de s'exprimer, même quand sportivement c'était un peu tendu. Je pense il y a 2 saisons où vous êtes resté, le club est resté dans sa ligne directrice de
de faire jouer ces jeunes et aujourd'hui qui sont le socle de la performance de la section dont tu fais partie. Comment tu l'expliques ça? Est-ce que tu sens vraiment dans le discours et dans la façon dont le club est organisé cet accompagnement pour vous les jeunes de monter en puissance? Ah oui, c'est sûr, c'est une volonté principale du club. On le voit ces dernières années, tous les jeunes qui sont alignés sur le terrain. Et je pense que par rapport au discours, c'est sûr que on sent pas de pression. Moi personnellement, je sais pas comment ils le voient les autres jeunes qui jouent, mais moi personnellement, dans les discours que me font les coachs ou les personnes au-dessus, je sens un discours allégé qui me fait confiance et c'est vraiment cette idée de jouer son rugby et vraiment de pas se mettre de pression tout en jouant ensemble et je pense que ça se ressent après sur le terrain. On est vraiment à l'aise dans le fait de jouer ensemble. C'est vraiment un plaisir. On arrive à avoir de bonnes connexions. Donc je pense que ouais, c'est quand même un objectif principal. Et même dans les années à venir, je pense que ça va rester cette idée un peu générale de faire progresser les jeunes pour pousser un peu tout le monde vers l'eau. Avec, on l'a appris aussi dans le week-end, la reconduction, la prolongation de Emilien Gailleton. J'imagine que c'est l'un des leaders de la jeune génération. Ça doit être important pour toi. Est-ce que c'est important également d'être nommé, demain à la nuit du rugby, l'événement de la Ligue nationale de rugby qui réunit un peu toute la famille, et tu es dans la catégorie révélation, Fabien? Ouais, déjà merci pour l'information par rapport à Emilien parce que j'avais pas vu le truc sortir, donc ça fait plaisir et ouais, c'est sûr que c'est une très grande fierté de pouvoir participer à cet événement. C'est sûr que si j'avais pas eu tout le collectif à côté qui m'avait aidé à arriver où j'en suis là, j'aurais pas pu être à cette tenue de rugby. Donc je pensais avant tout au collectif qui m'a aidé à progresser, à travailler. Donc certes j'ai fait des efforts moi de mon côté pour mériter d'être là, mais c'est avant tout collectif. Il parle comme quand même un vieux routier, Jean-Bas. Il a 19 ans quand même, on le rappelle, 19 ans. Hein. Écoute, quand je ferme les yeux, tu sais à qui je pense? Moi je sais. À Yannick Josio. Mais c'est incroyable. Écoute, je te souhaite d'avoir la même carrière que lui. En tout cas, t'es bien parti pour. Je te souhaite t'as les mêmes caractéristiques physiques. Et je pense que t'es bien parti. Voilà. Et je pense que encore une intuition, hein, je le sais pas, mais de Porter Barassi en face de Broboiry-Gourgue aux oppositions de novembre. Attention, il va falloir. En tout cas, je te le souhaite. Mais ouais, oui, mais ça va venir. aussi. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu des contacts avec le staff du 15 de France? Enfin, parce que là, si c'est l'intuition de Jean-Baptiste, est-ce qu'elle se vérifie ou pas, ou alors il commence à vieillir et puis bon, voilà. Non, pour l'instant, pas de contact. Je reste là, je suis focalisé sur le club et si forcément j'ai un contact qui vient de la part du 15 de France, je serai le plus heureux. Donc pour l'instant, non, je suis en attente. J'ai pas de nouvelles. Non. Justement, tes inspirations, Fabien Broboiry, parce que c'est vrai que l'analogie avec Yannick Josion, pour nous les plus anciens, elle nous saute aux yeux. Mais toi, qui sont les joueurs qui t'inspirent? C'est sûr que Yannick Josion, après on me parlait souvent de lui. Le problème est que j'étais pas de cette génération, donc j'ai pas pu trop le voir jouer. J'ai vu quelques highlights de lui, donc je vois un peu son style de jeu. Mais du coup de ma génération que j'ai vu quand j'étais petit, quand j'étais passionné et je suis toujours, c'était Wesley Fofana et Sonny Bill Williams. De par leur style de jeu, c'était vraiment je sais pas, des styles de joueurs que j'adorais, de par Sonny Bill Williams, sa facilité technique à jouer après contact, sa puissance. Wesley Fofana, pareil, dans l'évitement avec ses crochets, c'était vraiment deux joueurs au centre qui m'inspiraient. Ouais, ce sont des bonnes inspirations. T'as fait quand même 2 Coupes du Monde des moins de 20 ans, Fabien. Voilà, c'est vrai que on va dire, on a la sensation de voir que ta ligne est toute tracée. Voilà, le bleu devrait t'aller à ravir. Oui, c'est sûr que le cheminement est plutôt pas mal. J'ai pas grillé d'étapes. J'ai réussi à participer aussi aux sélections de moins de 18 ans et après enchaîner avec les sélections moins de 20 ans. Donc on va dire que c'est sur la bonne lancée et j'espère que ça va continuer tout droit de manière régulière pour continuer ma carrière.
On l'espère. Philippe, peut-être une dernière petite question avec Fabien Broboiry, notre invité du 18h15 au cœur de la mêlée. Ouais, peut-être une dernière question sur ce qui vous manque selon toi en termes d'expérience ou de maturité pour accrocher ce top 6, parce que c'est vrai que ça fait 2 saisons que vous passez pas loin, avec notamment une grande maîtrise à domicile, un peu plus de difficulté d'aller chercher des victoires à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intersaison? Qu'est-ce que vous êtes dit pour analyser ça et voir comment aller chercher cet objectif, parce que vous pouvez y prétendre? Ouais, non, c'est ça, c'est exactement ça, de la maîtrise à domicile, et à l'extérieur, on l'a vu là, ce début de saison à Castres, on a réussi à faire un bon coup, mais bon, les 2 dernières sorties ont été un peu difficiles. Donc je pense que le grand mot, c'est quand même être invaincu à domicile, vraiment faire de très grosses perfs à domicile pour gagner le plus de points possible, et à l'extérieur aller chercher des coups, on va dire des fois un peu improbables, mais je pense avoir cette régularité pour toute la saison, parce que cette saison va être longue. Déjà qu'on est en Champions Cup cette année, on a passé un step au-dessus, donc va falloir de la fraîcheur dans l'équipe, et vraiment ça va être important que tous les mecs soient à fond pour aller au plus loin cette année, et j'espère que le top 6, notre objectif principal de cette année, on va réussir à l'atteindre. Ouais. 19 ans, Fabien Broboiry, tu fais peut-être des études à côté, ou il y a une autre activité en dehors de ta carrière professionnelle qui, j'imagine, doit te prendre beaucoup de temps? Ouais, je suis en école de commerce à Pau. Ça se passe bien, c'est un peu dur de suivre les cours et en même temps de gérer le rugby, mais bon, on s'accroche, et pour l'instant là ça va, je suis en 3e année, c'est ma dernière année, donc j'espère la valider, et voilà. Après ouais, sinon un peu de sport aussi, un peu de golf, un peu de paddle de temps en temps, même si le paddle un peu moins, c'est parce que ça use quand même pas mal d'énergie, et voilà, et après c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà, formé dans les Pyrénées, et donc issu du centre de formation de la section paloise, Fabien Broboiry, et qui sera donc demain à l'Olympia pour assister à la nuit du rugby, dans lequel il est nominé révélation, catégorie révélation. Merci Fabien d'avoir été avec nous en direct. Bonne saison. Et merci à vous. Et voilà, peut-être au mois de novembre du côté de Marcoussis, si on en croit l'intuition de Jean-Baptiste Elissalde. Allez, à très bientôt en tout cas. On va se retrouver dans un instant pour parler d'une grande voix du rugby. Oui, vous la connaissez, cette voix. Il s'appelle Bala, Pierre Albaladejo. On va en parler, qui est l'objet d'un documentaire très réussi, dont on va parler avec son réalisateur, qui sera avec nous dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, l'émission qui parle de rugby le dimanche soir. On a parlé du top 14 qui va continuer ce soir sur Sud Radio, avec notamment le dernier match Bayonne-Toulouse, mais aussi on s'intéresse à toute la vie du rugby dans son ensemble. Écoutez cette voix, elle vous rappellera sans doute quelque chose. De la part des Français, regardez, c'est Romeu Bertrand qui a l'air de partir et laisser avec 3 garçons à sa gauche. Dourte loupe la balle, mais Tafari le repêche, et il y a Lux là-bas qui est en plus, mais on lui donne pas le ballon, et Tafari est poussé. Voilà, cette voix, c'était celle au pluriel de Roger Coudert en premier, et puis ensuite bien sûr de Pierre Albaladejo, Bala, le premier consultant de l'histoire de la télévision, voilà, qui avait d'ailleurs commencé à la radio. Et Pierre Albaladejo, qui aujourd'hui a 92 ans, est aujourd'hui l'objet d'un documentaire fort réussi, réalisé par notre confrère Christophe Duchiron, qui est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir Christophe. Bonsoir François. Merci d'être avec nous. D'abord Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero, voilà, qui sont là. Jean-Baptiste, quand même, Bala, forcément ça te rappelle quelque chose. Il avait commencé avec Roger Coudert, puis ensuite avec Pierre Salviac. Ah bah oui, moi c'est toute ma jeunesse, hein. C'est le rendez-vous des samedis de tournoi, sa voix, les commentaires de match, et puis après je me suis intéressé à la personne. Mon grand-père m'en a parlé, et j'ai réussi à avoir quelques cassettes vidéo. Il y en a très peu à l'époque, mais avec le match du siècle, la Colombe, etc., contre les Sudaf, et je regardais. Et d'où ma passion pour les drops. Eh oui, monsieur Drop. Je milite pour avoir le drop à 4 points. Voilà. Oh, c'est pas possible. Bon, on en parlera avec Christophe. Philippe Spanghero. Bon, Spanghero, Albaladejo, c'est des grands noms du rugby. Forcément, Bala. Alors toi, t'es plus jeune que Jean-Baptiste, mais j'imagine que ça résonne aussi quand on évoque Bala.
Ah oui, ça résonne forcément. Bon, d'abord, j'ai eu la chance de le côtoyer. C'est vrai que très tôt, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de chance parce que je l'ai vu pas mal à Pierre, mon oncle Walter organisait pas mal d'événements avec les anciens pour fêter les grands moments, des souvenirs de matchs, etc. Donc, j'aimais être à côté pour écouter toutes les vieilles histoires qui d'année en année avaient de nouvelles pages. C'était assez sympa à entendre. Il y avait toujours des nouveautés. Mais en tous les cas, bien sûr, tu le disais, il a créé ce métier de consultant, d'abord dans son binôme avec Roger Couder et après longtemps avec Pierre Salviac. Mais si, je m'en souviens parce que dans les années 90, c'était encore la voix du rugby jusqu'à quasiment la fin des années 90. Donc c'est une immense carrière, forcément indissociable des grandes aventures du 15 de France. Tout à fait. Et Christophe Duchiron, donc immense journaliste également, passé par chez nos confrères de France Télévisions, documentariste chevronné, donc qui a eu l'idée de retracer la vie, parce que Christophe, la vie de Bala est une vie exceptionnelle. Oui, c'est un parcours qui sort de l'ordinaire parce que rien ne le prédestinait à arriver un jour en haut de l'affiche de la notoriété. Il est issu d'un milieu très modeste, Pierre, d'une famille qui a vécu dans le quartier du Sablard, qui est un des plus déshérités de la ville de Dax, et il était, selon sa propre expression, un petit Gavroche du quartier. C'était un enfant qui vivait beaucoup dehors et à qui personne ne prédisait beaucoup d'avenir, en tout cas pas un avenir brillant. Et puis il a rencontré le rugby à l'âge de 11 ans. Les copains lui ont dit écoute, viens avec nous à l'école de rugby. Et lui, qui avait été mis un peu à l'écart par les maîtres d'école, injustement, et bien là il s'est trouvé une deuxième famille. C'était la famille du rugby qu'il a adoptée. Et grâce à cette famille, il a pu s'épanouir, connaître une carrière de joueur, d'abord au poste d'arrière, et il a été un arrière contrarié, avant de s'épanouir au poste de demi d'ouverture et de faire une carrière de rugbyman absolument flamboyante en équipe de France. C'est une 30aine de sélections. Certains très grands matchs, surnommés Mister Drop parce qu'il a eu la bonne idée de passer 3 drops en 1960 contre les Irlandais. Donc non, c'est vraiment une carrière, une trajectoire qui sort de l'ordinaire, et c'est surtout un homme qui ne s'est jamais renié et qui a fait carrière en mettant en avant la fraternité, une fraternité de tous les instants, une solidarité, le fair play. Voilà, la beauté du geste qui ne nuit en rien selon lui, et en cela il était très d'accord avec les frères Boniface et d'autres. L'efficacité du geste ne nuit en rien à son efficacité. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'est construit sans jamais se renier. Pierre Albaladejo, Cœur ovale, c'est le titre de ton documentaire, Christophe, que l'on trouve sur la plateforme France.tv et qui a été produit pour France 3 de Nouvelle-Aquitaine. On est d'accord, je dis pas de bêtises. Nous sommes parfaitement d'accord. Il a été produit par l'INA aussi, 100% d'archives, dont beaucoup sont très belles et très émouvantes. Oui, et c'est un beau voyage, on va dire, dans la France d'après-guerre, on va dire des 30 glorieuses. Voilà, on voit le général de Gaulle, par exemple, à Dax. On a l'impression de voir un peu Kennedy, voilà, qui les voitures le suivent. Enfin, c'est assez. T'as déniché des pépites là. Oui, mais en fait, ce qui est intéressant avec Pierre Salviac, c'est que en fait, le rugby, médiatiquement parlant, et on pourrait même dire télévisuellement parlant, surtout au début des années 60, prend son envol. Il devient vraiment un spectacle télévisé. La télévision se développe de plus en plus, arrive de plus en plus dans les foyers français, et la télévision s'empare du rugby. C'est vraiment un sport spectaculaire qui plaît à beaucoup, à la France entière. Et Pierre devient l'une des figures, Pierre Albaladejo, pardon, ouais. Pardon, toutes mes excuses. Pierre Albaladejo devient l'une des figures emblématiques de ce rugby télévisuel. Il est, Pierre, une des premières vedettes de la télé qui s'intéresse au rugby, et en cela, étant une figure médiatique, il n'est pas étonnant qu'il rencontre d'autres figures médiatiques, même si comparé au général de Gaulle, on n'est pas au même niveau. Mais enfin, en tout cas, ces deux hommes sont faits pour se rencontrer. Ils se rencontreront encore une fois encore dans le bureau
du général de Gaulle à l'Élysée au milieu des années 60. Et de Gaulle aimait Bala. Petit extrait, c'est le tout début du documentaire où Pierre Albaladejo est dans une émission qui n'est pas un match de rugby. Écoutez-le. Souvenez-vous de ce nom difficile, 2 points. Alboula-Dega. Alors j'ai lu, j'ai dit tiens, c'est un nouveau. J'ai continué le compte rendu, puis j'ai vu Dax dessus. J'ai dit voyons, Dax, Alboula-Dega, mais c'est pas moi, Albaladejo. Je suis reparti du début, Alboula-Dega, c'était moi. Je n'étais pas tellement connu, la preuve, le journaliste, il avait estropié mon nom. La preuve, c'est que quand ma mère l'a lu, alors elle a été catastrophée. Alboula-Dega, mais écoute, tu dis rien, qu'est-ce que tu veux que je dise? Voilà, toute l'élégance et l'humour de Pierre Albaladejo. Il y a eu une projection, Christophe Duchiron, à Dax, c'était avant-hier, et Pierre était là, et Bala était là. Oui, alors c'était jeudi soir à Dax, dans la salle de l'Atrium, qui est une salle magnifique là, de 400 places, une salle art déco qui a été très bien restaurée. Et en effet, Pierre était là. Beau comme un soleil, avec sa cravate de l'US Dax, un blazer. Pierre, il aura bientôt 92 ans. Il est moins flamboyant, il court moins vite qu'avant. Mais attention, les idées sont claires, le cerveau, continue de tourner très bien. Et à l'issue de la projection, il a dit une chose, moi ça m'a profondément touché. Il a dit: ce soir, j'ai l'impression d'avoir vécu une deuxième fois. Voilà. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez joli. En tout cas, c'était émouvant, et surtout, Dax est venu fêter Bala. Voilà. Ça, c'était très joli. Quelques jours après le décès de Jean Le Béraud, autre grande figure du rugby dacquois. Philippe, peut-être une question pour Christophe Duchiron et Jean-Baptiste après. Ouais, alors la question, non, elle est plutôt technique, puisque on disait qu'il fallait aller récupérer beaucoup d'images d'archives. Est-ce que tout ça est facile à faire? Combien de temps tu as mis pour pouvoir produire ce documentaire? Et est-ce que ça a été compliqué de faire ce travail de répertorier toutes ces images depuis 50 ans quasiment de la vie publique de Pierre? Oui, alors c'est exactement ça, parce que les premières images d'archives qui existent de Pierre, sauf erreur de ma part, c'est 1954, sa première sélection contre les Anglais, où il débute avec André Boniface. Donc ça, c'est vraiment un travail, c'est un travail de 8 mois, quoi, je dirais environ. Donc évidemment, il faut voir d'abord toutes les images, et entre les images de sa carrière et les matchs qu'il a commentés, donc là, on est vraiment sur un matériel considérable. Et je dirais que le plus frustrant, c'est de résumer en 52 minutes. Enfin, je dirais non pas de résumer d'ailleurs, mais c'est de faire des choix en 52 minutes pour illustrer un propos. Donc, je fais un très beau métier, mais c'est vraiment un métier de frustration. Voilà, il faut faire des compromis en permanence mais enfin bon, on vit quand même très bien avec. Et au final, ce qui reste quand même, c'est l'immense plaisir, je dirais pratiquement, d'avoir vécu aux côtés de Pierre par image d'archives interposées. Voilà, c'est quand même un personnage de très bonne compagnie. Jean-Baptiste, peut-être pour conclure, et voilà ce documentaire donc que l'on peut trouver sur la plateforme France.tv. Non, pas spécialement de questions, juste féliciter les personnes comme vous qui font ressurgir du passé des personnes importantes pour le rugby, qui ont été importants du temps de nos grands-pères, de nos pères, etc. Et par rapport à la discussion qu'on avait hier soir, je pense qu'il faut pas oublier tout ça, bien au contraire, et j'espère qu'il sera beaucoup regardé, ce documentaire. Ça me plaisait de regarder ces matchs-là, tu sais pourquoi, François? Non. Parce qu'à l'époque, le numéro 10 avait le droit de taper directement en touche sur tout le terrain. Absolument. Eh ben, je te raconte pas, je pouvais te dire que les centres, les ailiers et les arrières, je comprends pourquoi Bala est passé vite de l'arrière à l'ouverture, parce qu'ils touchaient pas beaucoup de ballons, les mecs. Voilà, mais bon, effectivement. Merci Christophe Duchiron, Pierre Albaladejo, merci François. Documentaire à voir et à revoir, voilà, pour cet immense personnage, premier consultant de sport à la radio, puis à la télévision, et personnage donc d'histoire. Merci à
À très bientôt. On va se retrouver dans un instant pour se projeter sur le match du soir sur Sud Radio. Bayonne face à Toulouse. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Puis on fera un petit quiche-suite de culture. On opposera Jean-Baptiste et Philippe Spanghero un peu sur les joueurs. Vous débranchez pas mon micro. Vous débranchez pas mon micro comme la semaine dernière. C'est bon. À tout de suite, c'est Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée. François Trio. Avec vous au 0826 300 300 pour parler rugby bien sûr et se projeter sur le match du soir Bayonne-Toulouse, en vivre en direct en intégralité. Alexandre Priam sera là pour nous faire vivre tout ça et Arnaud Ray également. Et puis bien sûr vous les supporters. Huguette est avec nous, voilà, supportrice toulousaine. Bonsoir Huguette. Comment vous pressentez ce voyage des Toulousains à Bayonne? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je crois que c'est notre jour de chance. Le Théo a gagné, donc en principe, le Stade devait gagner aussi. Voilà. Et puis en plus, il n'y a pas de doublon, donc a priori, c'est la bonne équipe là qui va à Bayonne. C'est la bonne équipe. En principe, c'est rare quand on gagne à Bayonne. Bayonne, en principe, chaque fois chez eux, ils gagnent. Mais là, aujourd'hui, je crois que c'est notre jour de chance. Le Théo a gagné en finale. Donc je pense que le Stade va gagner ce soir. Voilà, les trésistes. Il y a un certain Jean-Baptiste Elissal et un certain Philippe Spanghero qui sont là. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Vous avez peut-être des choses à vous dire, Jean-Baptiste et Huguette. Oui, c'est les anciens, ça. Ah oui, c'est les anciens. Ouais. Oui, comme moi, quoi. Une ancienne. Merci Huguette, merci beaucoup. Est-ce que Huguette, vous pensez que ce Stade Toulousain-là est parti, on va dire, à bon rythme? Il y a eu quand même ce petit accroc à Montpellier. Ça peut pas arriver à nouveau à Bayonne? Ah non, ne parlons pas de valeur là. Non, là, c'est une grosse erreur à Montpellier. D'abord, je me demande ce qu'ils ont fait. Ils ont dû oublier de descendre du bus, à mon avis. Ouais. Philippe Spanghero, peut-être un échange avec Huguette, peut-être que... Non, mais elle a raison. En tous les cas, c'est un test important parce que ces dernières années, Toulouse est toujours allé à Bayonne en période de doublon. Là, on a densifié quand même devant du côté du stade. Je pense qu'on va avoir un gros combat. C'est un gros test, un premier vrai test là pour les Toulousains en ce début de saison, avec une composition intéressante. Voilà, avec Théo Ntamak qui s'installe au poste de numéro 8. Effectivement. Huguette, un petit pronostic quand même ce soir, parce que vous savez que Jean Daugé, c'est un peu une forteresse imprenable. Allez, on va être généreux. 32-16 pour Toulouse. 32 pour Toulouse, 16 pour Bayonne. Allez, bien sûr. Huguette, soyons. Huguette, est-ce que vous diffusez le match ce soir, vous, au café? On a un Bayonnais avec, alors. Il s'affuit où aller. Bon, vous diffusez le match au bar ce soir? Tout à fait. Bon, on rappelle quand même que le Théo a gagné sa finale 10-8, hein. On est d'accord. Voilà, donc ça a été serré. Donc si les 15istes s'inspirent des 13istes, ils vont gagner, mais ça va être serré. En tout cas, merci Huguette d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio, toujours un plaisir. Et puis n'hésitez pas, si jamais vous pouvez mettre l'image du diffuseur et puis le commentaire de Sud Radio. Vous êtes les bienvenus. Merci Huguette d'avoir été. Bonne soirée. Merci, à très bientôt. Petit qui je suis de conclusion, on est parti. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Ça, c'est se présenter. Alors je vous rappelle, vous me donnez votre prénom avant la réponse, et pour cette affiche entre Bayonne et Toulouse, on recherche des joueurs qui sont passés par les deux clubs. Alors il y aura une petite exception en fin de qui je suis, vous allez voir, mais pour l'instant on va démarrer avec un homme né à Toulouse, qui a démarré sa carrière en professionnel du côté de Montauban. Ensuite il a évolué au Castres Olympique à Bayonne. Philippe. Oui. Garcia, le numéro 9. Non. Il a évolué ensuite du côté du Stade Rochelet, du Biarritz Olympique, et il a fini sa carrière en 2018 au Stade Toulousain. C'est pas David Roumieux? C'est David Roumieux. Tout à fait. C'est exactement David Roumieux. Mais il a pas dit son prénom.
Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'était François. Ça va, il y avait un blanc, ça passe, ça passe. Allez, un autre qui est né à Bordeaux en 2000. Voilà, un jeune de 2000 qui a commencé sa carrière entre 2019 et 2020 du côté de l'UBB. Ensuite, il a évolué 4 ans au Stade Toulousain. Il est parti à Biarritz. Et Philippe. Oui, Philippe. Germain. Baptiste Germain. En effet, tout à fait. 1 point pour François, 1 point pour Philippe. Jean-Baptiste, ton micro marche, on est d'accord? Oui. Non, tu peux faire semblant, t'as entendu respirer. Allez, extrêmement facile. Il est né en 87. Je ne vous donne pas la ville. Il a démarré au Stade Toulousain. Philippe. Johan Huget. Je l'accorde à Philippe. Hein. Il a donné son prénom en premier, mais voilà. Un autre qui va pas être compliqué pour tout le monde. Il a commencé au Stade Toulousain. Jamba, Garbajosa. Exactement. Voilà. 2 points. Sans la question. Voilà, donc et attention, Jamba encore, Cédric et Mans, 2 autres points, 4-1. Voilà. Je vais pas la faire celle-là du coup. C'était vraiment le prochain, donc je l'accorde à Jean-Baptiste. Hein. Mais oui, ça fait 4 points. Voilà, et allez, on va compte pas là, il invente une règle. Non mais écoute, si il avait qu'à être là la semaine dernière. Hein. On en fait un dernier avec un homme qui est né dans le Gers, qui a démarré dans le Gers à Auch, qui a ensuite joué au Stade Toulousain, à Colomiers. Et qui entraîné notamment du côté de Bayonne, mais qui a fini sa carrière au Stade Toulousain en tant que joueur. Il a joué au Stade Toulousain, mais entraîné à Bayonne. Et il est entraîneur aujourd'hui dans un grand club. Certains diront peut-être même le plus grand club de France pour certains autour de la table, pour d'autres. Grégory Patate, François? Non. Ah non, il a pas joué à Toulouse. Il est né en 73 dans le Gers. Je pense que tu le connais bien, François. Ouais, mais écoute. Il est entraîneur du côté de l'UBB. Ah, mais c'est François. Philippe. Ah, ben merde, j'ai dit. Voilà. Ah oui, il a entraîné à Bayonne. Non, mais tu dis aussi qu'il jouait à Bayonne. J'ai dit au tout début qu'il y avait une exception. Oui, il y a une exception. Ah, il y a une exception, mais non. J'ai dit, il a joué à Toulouse, mais il a entraîné Bayonne. Ouais. Bon, moi, j'ai bien compté. Du coup, j'ai gagné. J'ai fait 4 points. Non, j'ai fait 4 points, moi, parce que je l'ai dit avant les questions, moi. Ah, putain. Non, moi, je cède mes points, je les partage un peu à Jean-Baptiste. Cela dit, c'est très agréable. C'est beaucoup plus fair-play que l'année dernière avec Johan Huget qui était infect, qui en gagnait pas un et qui pourrissait les jeux toutes les semaines. Bon, en tout cas, on lui transmettra pas, mais c'est toujours un plaisir. On l'embrasse. Voilà. On fait une petite culture rugby. Bayonne-Toulouse ce soir, Sud Radio bien sûr. À suivre, c'est excellent avec Judith Belair et puis bien sûr les news à suivre. Merci Jean-Baptiste Elissalde et que ne Salut dure que les moments doux. Voilà, c'est aussi un livre, je crois. Et puis Philippe Spanghero qu'on retrouve très vite. Merci Philippe. Au nom du clan, messieurs. À bientôt en tout cas sur le Sud Radio et puis Judith Belair dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai.